9h19, vos appels 0826 300 300 pour poser vos questions à Vincent Bordenave qui est avec nous ce matin. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. Journaliste au service Sciences du Figaro, spécialiste des questions liées à la santé et à l'environnement et auteur de ce livre Covid-19, vérité et légende aux éditions Perrin. Oui, alors dans un instant, on verra tout à l'heure où on en est aujourd'hui, parce que vous suivez toutes les dernières actualités en même temps. Mais innovation. Il faut quand même revenir, et vous posez cette question en fait dans le livre, de revenir au début. On ne sait toujours pas d'ailleurs d'où nous vient ce Covid. Alors on a tout évoqué, je ne veux pas revenir sur le pangolin, sur la fuite de laboratoire, etc. Et aujourd'hui en fait, et vous le dites dans votre livre, il y a plusieurs hypothèses, il y en a certaines qui sont un petit peu plus valables que d'autres peut-être. Oui, et je pense que c'est une question essentielle, mais l'actualité fait qu'on la met un peu de côté au profit de l'urgence et de la gestion de la crise. Mais cette question de l'origine du virus, elle est cruciale et elle pose quand même un certain nombre de questions pour notre sécurité à tous. Et aussi pour de prévention en termes de futures pandémies et de risques. Alors il y a plusieurs hypothèses. En gros, on peut voir deux camps, deux chemins différents, une origine 100% naturelle et une origine liée à une fuite de laboratoire. Il y a quand même un certain nombre de certitudes désormais. On sait que les virus les plus proches du SARS-CoV-2, donc le virus qui est responsable de cette pandémie, existent dans un réservoir de chauves-souris au nord du Laos, au sud de la Chine, et qu'il y a quand même un certain nombre de virus qui ont des points communs, et notamment cette capacité à infecter l'homme. Mais ces virus, ils ont un ancêtre commun avec le SARS-CoV-2 il y a une quarantaine d'années. Donc on a 40 ans de trous et de mystère autour de ça. Et surtout, on a aussi 2000 km à franchir entre cette frontière laotienne chinoise avec la ville de Wuhan où est partie la pandémie. Et donc à partir de là, on ne peut que faire des conjectures. Est-ce que il y a une origine 100% naturelle, c'est-à-dire des gens qui auraient travaillé dans ces mines, qui auraient pu être contaminés, dans ces grottes, être contaminés par des virus similaires au SARS-CoV-2 et petit à petit le propager. Le virus aurait pu circuler à bas bruit pendant quelques années, ça c'est tout à fait possible. Ou bien est-ce qu'un laborantin aurait fait des prélèvements, aurait été contaminé en laboratoire et puis après aurait fuité, ou bien est-ce que des chauves-souris contaminés avec des virus très proches auraient flirté avec des élevages d'animaux. Alors vous parlez beaucoup des élevages, et notamment des élevages de civettes. Oui, parce que la pandémie de SARS-CoV-1 au début des années 2000 est partie de ces élevages et que la Chine avait donné les garanties qu'elle avait retenu les leçons de cette pandémie et qu'elle prendrait les mesures suffisantes. Force est de constater qu'elle ne l'a pas forcément fait, vu que au lendemain du Covid, les mesures qui étaient censées avoir été prises en 2003 ont été prises en 2020. Donc on voit qu'il y a quand même de véritables interrogations là-dessus. Et ça, c'est une hypothèse qui est très solide. Les élevages de civettes, donc c'est des animaux qui vivent les uns sur les autres. Décrivez un peu les civettes. Oui. Les civettes, c'est grosso modo comme des mangoustes, c'est ce genre d'animaux qu'on élève pour leur caca, parce qu'elles mangent des grains de café et qu'elles les digèrent, et ça fait le café le plus cher au monde. D'accord, mais est-ce qu'on saura finalement un jour ? On espère. Pour ça, il y a des possibilité de savoir. Il faut que la Chine mène une enquête sur son territoire, qu'elle analyse l'ensemble des prélèvements qui ont pu être faits autour de l'année 2020 pour savoir si le virus circulait avant, qu'elle ouvre un peu plus ses laboratoires, ce qu'elle n'a pas fait lors des différentes missions. Mais il y a peut-être une raison pour laquelle elle n'ouvre pas ses laboratoires. C'est ce que j'allais dire. On peut le savoir, mais ça dépend de la Chine, quoi. Et alors, il y a 3 raisons pour lesquelles la Chine pourrait ne pas vouloir le dire. Premièrement, parce qu'elle a quelque chose à cacher sur les laboratoires, c'est une possibilité. Deuxièmement, parce qu'elle a quelque chose à cacher sur les élevages, c'est aussi une possibilité. Et troisièmement, parce qu'elle considère qu'elle nous a tout dit et qu'elle n'a plus rien à nous dire. Et ça aussi, c'est une possibilité. Elle refuse l'ingérence. Et honnêtement, on ne peut pas choisir entre les trois. Et l'honnêteté fait que on n'en sait rien. Et c'est bien dommage. Et il faudrait quand même que la communauté internationale fasse pression pour que des enquêtes scientifiques puissent avoir lieu sur ce territoire. Et il y a tout juste 2 ans à cette époque, on n'en parlait quasiment pas, puisque nous sommes le 15 décembre. Est-ce qu'on a aujourd'hui des informations sur l'apparition véritable? Parce qu'on a dit donc que c'était fin décembre, justement, à cette période, et puis début janvier, ensuite, qu'il y a eu le début de la pandémie. Et certains disent que non, c'était là bien auparavant, avec quelques témoignages. Quoi. Oui, il y a des témoignages. Y compris d'ailleurs en France. Oui, il y a des témoignages. Alors, on a, en séquençant des tests PCR, donc maintenant tout le monde sait ce que c'est, qui avait pu être fait pour la grippe, on s'est rendu compte que le virus circulait un peu avant, aux alentours de novembre. L'analyse à la fois génétique du virus et à la fois ces tests montrent que
le démarrage de l'épidémie a dû être aux alentours du mois de novembre 2019. Après, il a pu circuler à bas bruit parce que, on le voit tous, hein, une grande partie des infections liées au Covid, elles sont asymptomatiques et donc il aurait pu passer totalement inaperçu ou même être pris pour non, mais autre parce chose. que par exemple en France, on s'est aperçu que du côté de l'Est, en Alsace et à Colmar, il y a eu un certain nombre après rétrospectivement, de médecins qui ont dit bah non mais on a vu dès le mois de novembre, dès le mois de décembre des maladies qui ressemblaient à ça. Vous l'évoquez en Exactement, fait. Et il y a des analyses sérologiques, c'est-à-dire on va étudier la présence d'anticorps dans les eaux usées d'un certain nombre de pays qui ont mis au jour une présence aux alentours du mois de novembre, voire même en octobre. Donc le virus devait circuler un peu et exister, mais une pandémie, pour qu'elle démarre, il ne faut pas une seule étincelle. Il y en a plusieurs et à un moment donné, ça va prendre. Donc on sait que le virus pouvait circuler avant. On sait aussi que le point d'origine est vraiment ce que j'ai déterminé entre cette frontière laotienne et chinoise et la ville de Wuhan. Et on n'arrive pas encore à expliquer quelle a été l'étincelle qui a donné cet incendie. Oui, avant de voir la vaccination et l'ARN messager, notamment qui permet une avancée bien sûr assez considérable, est-ce que du côté des autorités françaises, on nous a menti? Vous l'évoquez à plusieurs reprises, que ce soit sur les masques et sur la pandémie qui allait arriver sur le territoire. Alors je ne sais pas s'il y a eu des mensonges, mais en tout cas il y a eu des moments où il y a eu des balbutiements, du déni, des contradictions. En fait, la France, elle était extrêmement bien préparée, si on se fie aux critères internationaux, à une pandémie. Peut-être qu'on était un peu trop sûr de nous. Le problème, c'est que notre préparation, elle correspondait à une pandémie de type grippe, c'est-à-dire un virus qui se transmet une fois que les symptômes sont apparus. Et le Covid, c'est tout l'inverse. Et donc, on est resté buté pendant trop longtemps sur ce modèle-là, et notamment Olivier Véran qui expliquait encore au mois de mars, après le confinement, qu'il y avait trop de gens dans la rue qui portaient des masques, je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, c'est vrai. Tout ce discours-là, très contradictoire sur cet élément-là. Alors, mais ça vient de qui, ça ? Ce discours de dire que on s'infecte à quel moment, et qui a décidé ça? Le plan pandémique, il est fait sur les dangers auxquels on a déjà été confrontés, et c'est des virus de type grippo, H1N1, grippe aviaire, etc. Et je ne sais pas comment ça se fait, ça c'est quand même un vrai mystère. On a totalement occulté une autre possibilité, un virus qui est transmissible avant l'apparition de symptômes. Et donc on a fait des erreurs parce que donc il y a eu la question du port du masque, il y a eu aussi la question des tests. Le pays a refusé de tester en considérant qu'on ne compterait que les gens qui ont des symptômes comme étant malades, ce qu'on fait en temps de grippe. Pourquoi pas? Ça peut être fait parce qu'on isole tout de suite, donc il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on peut être soi-même contagieux sans avoir de symptômes, la question du test était primordiale. Et on voit qu'en Allemagne, il n'y a pas eu forcément la même réaction. Il y a une adaptation beaucoup plus rapide. Ils n'étaient pas forcément mieux préparés, mais ils ont été beaucoup plus souples. Et moi, je pense qu'il y a là le problème, c'est que on peut avoir un plan pandémique qui ne correspond pas à ce qui arrive. Ça, c'est des choses qui arrivent. Honnêtement, on ne peut pas jeter la pierre. C'était totalement imprévisible. Oui. Par contre, l'absence de réaction et de souplesse, et on l'a vu sur le masque, on l'a vu sur d'autres discours de la part de pouvoirs politiques, et interroge. Je pense que quand la pandémie sera définitivement terminée derrière nous, il y aura quand même un certain nombre de questions qu'il faudra se poser de manière collective sur notre système de protection dans le pays. Oui, absolument. Et dans un instant aussi, on va revenir aussi sur la recherche française. Parce que pourquoi on n'a pas de vaccin? On a l'Institut Pasteur. Vous l'expliquez, tout ça, vous revenez avec Pasteur, Sanofi, et puis également les techniques qui ont été développées. Nous, on n'y a pas vraiment cru, c'est l'ARN messager. On voit ça avec vous, Vincent Bordenave, dans un instant avec votre livre très intéressant. Covid-19, vérité et légende, c'est aux éditions Perrin. Et vos appels au 0826 300 300 si vous avez bien sûr des questions à poser. À tout de suite. 9h31 sur le Covid-19, ce que l'on croit et ce que l'on sait. Il y a un livre qui vient de sortir, Covid-19, vérité et légende, aux éditions Perrin, avec Vincent Bordenave, un journaliste au service Sciences du Figaro, et vos appels 0826 300 300 pour poser des questions. Et René de Vabre est avec nous. Bonjour René. Bonjour René. Oui, bonjour messieurs. Bon. Alors, je voudrais simplement poser une question au monsieur qui est là. Oui. J'ai eu en mars 2020 une maladie qui ressemblait tout à fait au Covid actuellement, mais à l'époque on ne parlait pas encore du Covid. Et on a parlé du Covid quelques temps après, mais pas quand moi j'ai eu cette maladie. J'ai perdu le goût et l'odorat pendant 3 semaines, un mois. Bon. Et puis c'est revenu tout seul. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a que le Covid qui déclenche ce phénomène, quoi? Parce que c'est peut-être autre chose que j'ai eu. Ah, peut-être. Alors, mais c'était en mars 2020.
En mars 2020, oui. Ah ben c'était au moment quand même du Covid. C'était, Bah ouais. au démarrage. Alors, Au démarrage, en tout cas supposé en France, quoi. Mais restez avec nous, Vincent Bordenave. Qu'est-ce qu'on peut répondre? ouais, je suis pas médecin, je peux pas vous non, consulter, non. mais objectivement, au vu du calendrier et des symptômes, il y a une forte chance que ce soit le Covid. Alors ce que vous auriez pu faire, c'est une sérologie, donc une prise de sang pour vérifier si votre organisme avait développé des anticorps. Maintenant, si vous avez été vacciné, quoi qu'il en soit, vous les avez, donc Oui, je suis vacciné, donc j'ai c'est les pas trois possible piqûres. de savoir. Ouais. Mais oui, c'est très, très crédible. Et sur la perte de goût et d'odorat, c'est quand même un symptôme qui n'est pas systématique, mais qui est très caractéristique. Il y a d'autres pathologies qui peuvent le donner, mais qui sont beaucoup plus rares. On m'a soigné qu'avec du paracétamol, c'est pas dur. Oui, non, mais c'était. J'ai encore des séquelles, vous savez, j'ai les poumons bien souvent pris de glaire, quoi, comme on dit. Mais c'était très probablement ça. Après, je peux pas vous donner la garantie. Vous êtes dans quelle région précisément? À Vabre, hein, dans le Tarn. Dans le Tarn, ouais, c'est ça. J'ai 86 ans quand même. Alors, Mais vous les bien faites souvent, on me dit c'est l'âge. pas forcément. Non, mais en tout cas, vous avez su résister si c'était le Covid à l'époque, parce que on ne savait pas bien le soigner. C'était l'une c'était l'une des grandes interrogations. Hein. Merci de votre appel. C'était l'une des grandes interrogations, c'est-à-dire qu'on n'était pas complètement prêt et on a un peu paniqué dans les hôpitaux. Hein, on a paniqué partout, même. On peut reprendre le premier confinement, qui est. C'est quelque chose, quand on y repense, c'est totalement incroyable. On a tout fermé, on a fermé tous les services de soins, on a fermé les écoles, on n'avait plus le droit de sortir. Après, on a obligé le port du masque en extérieur, en tout temps, en tout lieu. Et on a eu une réponse très très forte parce qu'on a été pris panique au vu de... Oui, c'est ça. Et alors, à l'Institut Pasteur, normalement, on se disait, en France, on a un bon institut, on a aussi notre labo Sanofi. Il faut rappeler que fut un temps où ils étaient tous les deux assemblés, hein, Sanofi et Institut Pasteur. Oui, dans les années 60. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, pourquoi on n'a pas été en mesure, parmi les grands pays du monde aujourd'hui, qui ont mis au point des vaccins, alors qu'on soit d'accord ou pas sur l'ARN, la vaccination traditionnelle, mais pourquoi on n'a pas réussi, nous? C'est une bonne question, hein. J'ai pas la réponse. Non, mais en vous, tout vous cas, apportez des éléments dans votre livre. Exactement. En tout cas, c'est sûr que la recherche française devra s'interroger et s'organiser autrement dans les années à venir. L'Institut Pasteur est parti assez confiant sur le vaccin et c'est pour ça que cet échec est d'autant plus embêtant. Dès le mois de mars, le professeur Tanguy qui a développé un vaccin contre le chikungunya notamment à partir du vaccin contre la rougeole était assez sûr de lui sur sa plateforme vaccinale, c'est-à-dire son type de vaccin. Alors lui, il n'utilisait pas l'ARN ou des adénovirus comme ça peut être le cas avec les vaccins AstraZeneca ou Pfizer ou Moderna, mais il utilisait le virus de la rougeole à qui donnait les propriétés génétique du SARS-CoV-2 pour faire en sorte à ce qu'une fois dans l'organisme, exactement comme le font les autres vaccins, le corps réagisse. Exactement, le corps réagisse et contre celui-là. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné peut-être parce que on est tous déjà immunisés contre la rougeole, c'est une possibilité. Peut-être parce que les dosages étaient pas bons. Ça arrive dans la recherche de faire des erreurs et de se tromper. Et fort heureusement qu'il y a des scientifiques qui se trompent parce que ça permet à des scientifiques de trouver des solutions. Il y en a d'autres qui ont réussi quand même avec l'ARN messager, qui était déjà un peu développé. Hein. Il y avait des recherches. Pourquoi nous, en France, on n'avait pas développé? C'est là que j'allais venir. Le problème, c'est qu'on a mis tous nos œufs dans le même panier. À Pasteur, il y a 2 autres équipes qui travaillent sur des vaccins qui n'avaient vraiment aucun autre financement que le financement de leur labo propre. Au niveau national, il n'y a pas eu un investissement dans les laboratoires pour trouver un vaccin. On a fait confiance à cet entre-deux français, c'est-à-dire que quand on regarde ce qui a fonctionné pour trouver des vaccins, il y a le système étatique chinois, russe, où on a mis en place, l'industrie d'État s'est mis en branle et a mis des vaccins, plus ou moins efficaces, on peut y revenir. Et de l'autre côté, une souplesse qui est liée au système anglo-saxon et plus libéral, où les startups, et pas que les startups, parce que l'université d'Oxford, c'est pas une startup, mais qui fonctionne avec cette agilité, cette rapidité de prise d'initiative qui a permis de découvrir les vaccins. En France, on a vraiment mis tous nos œufs dans le même panier, et ça n'a pas marché. Ce qui est dingue, c'est que Moderna, AstraZeneca, ce sont des Français qui sont obligés de partir à l'étranger, justement, à la tête pour développer la recherche. C'est quand même dingue. Le prix Nobel de médecine d'il y a 2 ans, même Charpentier, aussi est une Française qui est partie à l'étranger et qui est primée pour des recherches qu'elle a fait à l'étranger. Donc, bien entendu, il y a une fuite des cerveaux. Il y a une recherche qui fonctionne en silo, c'est-à-dire que chaque discipline va travailler à côté des unes des autres. Et sur le Covid, je répète,
En France, on a quand même des laboratoires qui travaillent sur SARS-CoV-2. On a un mec qui s'appelle Bruno Canard, qui travaille à Marseille, qui est quand même un des spécialistes mondiaux des coronavirus. Pas des SARS-CoV-2, des coronavirus, c'est un lapsus. Et on n'a pas su utiliser ça. On n'a pas su mettre très rapidement une cellule. C'est en train visiblement de changer. Hein. C'est ce qui se dit un peu partout. Alors, pour terminer, puisque vous êtes spécialiste de toutes ces questions santé et environnement, ça va passer par quoi là? Parce que là, on est à la 3e dose, on parle de 4e dose, de 5e dose, toujours de vaccination. Il y a des traitements qui arrivent. Et la solution, elle peut venir d'où, Vincent Bordenave? J'aimerais bien avoir la réponse, mais je me suis suffisamment trompé avec mes amis autour de verre pour dire sur la fin de cette épidémie que je le ferai pas au micro. Sur la question. Pfizer. Alors il y a ces traitements-là. Alors le traitement de Merck n'a pas été approuvé en France parce que les résultats finalement sont moins bons que ceux qui ont été donnés lors des premières communications. On peut quand même espérer qu'à un moment donné, avec le variant Delta, puis ce qui semble se dessiner avec le variant Omicron, qui sont très contagieux, la question de l'immunité collective devient un peu chimérique. Il faut que 100% des gens aient développé des anticorps. On disait que ça ne marche pas, en fait, cette fameuse immunité. Il faut qu'il y ait 100% des gens qui aient développé des anticorps, qui soient immunisés contre ce virus. On va finir par y arriver, et surtout si Omicron se développe en France, au vu de sa contagiosité. La question, c'est à quel coût? Est-ce que ça va nous coûter des vies? Est-ce que ça va nous coûter des personnes pris dans un système de soins intensifs? Pour s'en prémunir, il y a la vaccination, bien entendu. Vous me parliez de 4e dose, etc. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a aucune donnée scientifique qui permet d'envisager cette 4e dose, parce qu'on n'a pas du tout assez de recul sur la durabilité de la 3e dose. Il est possible et même probable que la 3e dose dure longtemps dans le temps, parce que on fait un shot de rappel à notre corps qui dit le virus est toujours là et soit vigilant. Et donc le taux d'anticorps monte de manière très forte. Et surtout, les anticorps, c'est une partie de la réponse, mais il n'y a pas que celle-là. La réponse immunitaire est extrêmement complexe et il y a un deuxième volet qu'on appelle la réponse cellulaire, qui, elle, est très longue dans le temps, qui va pas empêcher les contaminations, qui va pas empêcher que j'ai quelques symptômes, que je puisse tousser, avoir une nez qui coule, mais qui va me protéger contre les formes graves. On remarque là, avec Omicron, que en Afrique du Sud, les contaminations ont décollé. Mais en revanche, 15 jours après les débuts des contaminations, la mortalité reste très basse. Est-ce que c'est parce que le virus a beaucoup circulé dans le pays et que les gens ont développé cette immunité cellulaire dont je parlais et donc sont protégés? Est-ce que c'est parce que le virus est moins pathogène? Honnêtement, j'en sais rien. Mais c'est quand même un indice sur cette sortie de crise. On peut y arriver avec cette circulation du virus qui, sur des gens qui sont déjà protégés, déjà immunisés, donc soit vaccinés, soit déjà malades, ne développerait pas de forme grave. En tout cas, on peut l'espérer. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit partout dans le monde aussi. Et oui, et ça, c'est compliqué, quoi. Oui, parce que si on laisse ce virus circuler, on a des risques. Oui, il reviendra. Il sort par la porte, il rentre par la fenêtre. Merci en tout cas, Vincent Bordenave. Covid-19, vérité et légende. Croyez-moi, si il y a un livre que vous devez lire autour en fait du Covid pour tout savoir, eh bien, ce livre est très complet. Aux éditions Perrin. Perrin. Merci d'être venu. Dans un instant.